devant la porte de la Grande Rivière, l'une des entrées de l'arsenal de Brest, côté Corniche. Un sacré matin pour moi que celui-ci. Je débute là ma vraie vie de marin. Je vais tenir un vrai poste, comme membre à part entière d'un bâtiment qui, s'il n'est pas de combat, n'en est pas moins un navire de guerre. Je n'ai aucune appréhension lorsque je me présente à la coupée du pétrolier. Tout au plus, je suis surpris de sa taille et étonné par cette multitude de matériel fixe ou volant qui encombre le pont. Je suis immédiatement pris en charge par un de mes futurs camarades, avec qui je fais une partie de mes mouvements, c'est-à-dire des formalités d'embarquement. Sur la Saône, qui est un bâtiment auxiliaire, il n'y a pas de centrale opération, pas plus que de service détection. En tant qu'unique détecteur à bord, je suis rattaché au service transmission, qui regroupe aussi les timoniers, les radios et un transfiliste. Le radar de navigation du bord est un DRBN 31, disposant d'un seul indicateur panoramique en passerelle. C'est là que je rencontre le second maître timonier Carto, originaire de Royan, l'un de mes futurs chefs. Au PC Radio, je suis présenté au vrai patron des lieux, le maître radio Paul Guidal, un breton de Locmiquélic. Ce personnage d'apparence sévère, de petite taille, maigre, visage rougeoyant, à la voix étonnamment grave, me décrit en quelques phrases explicites les fonctions qui seront les miennes. Cette première journée a été suffisante pour me permettre de réaliser une installation complète grâce au soutien de tous. Dans mon poste de couchage, tout à l'avant du bâtiment, j'ai déjà rangé mon caisson, c'est-à-dire ma petite armoire. Mes tenues sont suspendues dans l'une des penderies collectives et non plus pliées au carré dans mon sac. Ma couchette est faite et j'ai aussi eu le temps de coudre mon nouveau ruban légendé qui désormais mentionne sur mon bonnet mon appartenance à l'équipage de la Saône. Marin à part entière, j'ai la possibilité d'aller à terre tous les jours après le travail, hormis bien sûr les jours où je suis de service à bord. J'en profite du reste immédiatement pour retrouver ma famille en ville. Au service transmission, à mon niveau, et quand nous sommes à quai, nous gérons l'arrivée, la diffusion et le départ des messages. Ces derniers nous parviennent essentiellement sur 2 téléimprimeurs ou téléscripteurs qui crachent en permanence des avis aux navigateurs, des bulletins météo, extraits de presse, messages classifiés, consignes, commandes logistiques, etc. Chaque message arrivé est joint à une liste de signataires concernés par le sujet et c'est ensuite un planton qui récolte les visas. Pour les messages émis, nous créons une bande perforée à partir d'un manuscrit dûment visé par les autorités. Ensuite, le lecteur d'un téléimprimeur diffuse le texte au destinataire sélectionné. J'apprends vite le routage, la procédure d'acheminement, quelques éléments du code Q et du code Z, ce qui me permet de communiquer aussi en direct par l'intermédiaire du clavier des machines. La garde pour nous est assurée au PC par une seule personne durant 24 heures avec relève pour les repas. Nous dormons alors au milieu des appareils sur un lit de camp après avoir tapé à la machine la collection, autrement dit la liste des messages envoyés par le bord dans la journée. Tout ceci est bien éloigné de la formation que j'ai reçue, mais j'aime ce que je fais. Je prends donc volontiers ma part de besogne et, pour cela, je crois, je suis bien accepté au sein de cette petite équipe disparate composée d'appelés et d'engagés. Nous sortons parfois ensemble, à terre ou au foyer. Le plus gradé d'entre nous, Bouton, est quartier-maître de première classe. C'est un grand type originaire du Jura, maigre, souriant, discret, peut-être même un peu timide. Il est le transfiliste du service et c'est naturellement avec lui que je passe le plus de temps en instruction puisqu'il est chargé des téléimprimeurs. Je le respecte tout en le considérant comme un copain. Il a un passé riche d'expériences et d'aventures vécues au combat en Algérie comme volontaire dans une division terrestre composée de marins, la DBFM. Il est aussi très attaché aux traditions d'entraide existant dans les équipages,
comme par exemple celle dont il me parle un soir, alors que nous sommes attablés dans un restaurant de la rue de Siam. Lorsqu'il était jeune matelot, comme beaucoup sans argent, il ne sortait pratiquement jamais. Peiné par cette situation, un vieux chouf, c'est-à-dire un quartier-maître chef, lui a alors procuré un peu de distraction et de détente en lui offrant de temps en temps le restaurant en ville. C'est ce comportement qu'il perpétue avec moi, et quand ensuite il poursuit la soirée, toujours en solitaire, c'est après avoir payé un taxi pour me reconduire à bord ou chez ma sœur. Si j'en ai l'opportunité, je perpétuerai moi aussi cette belle tradition. Notre bâtiment est amarré à l'écart, au fond de la rade d'abri, près de la base sous-marine, au quai dit des pétroliers. Son équipage est composé majoritairement de bosco ou de manœuvriers et de mécaniciens, spécialité indispensable pour entretenir et mettre en œuvre une machine complexe, cette machine complexe qu'est un ravitailleur. En mer, depuis le pont de manœuvre, nous sommes en mesure d'approvisionner l'escadre en carburant, fioul, mazout pour les unités de surface, kérosène pour l'aviation embarquée. Nous ravitaillons aussi en vivres et en pièces de rechange. Occasionnellement, nous assurons le remplacement de personnel ainsi que l'hébergement de sous-mariniers. Certaines matières transportées dans le cadre de nos activités sont dangereuses. En conséquence, et en plus des équipes de sécurité traditionnelles, tout le monde à bord suit un entraînement à combattre l'incendie et les voies d'eau. C'est ainsi qu'au centre d'entraînement des 4 pompes, j'apprends et je me perfectionne dans l'art d'éteindre feu gras, feu sec, feu de friteuse, feu électrique, etc. Je n'ignore plus rien des divers moyens utilisés à cet effet, extincteur à eau, extincteur à gaz carbonique, poudre, bromure de méthyle réservé aux professionnels, lance positionnée en jet bâton, en jet diffusé selon le cas, équipement d'amiante contre la chaleur, Fenzi pour respirer en air vicié. On nous entraîne aussi à résister le plus longtemps possible à la fumée, sans équipement, dans un local clos et à peine éclairé. Malgré les consignes et les conseils prodigués sur l'attitude à adopter, c'est une situation bien dure à vivre. C'est affolant quand le nuage épais vous rejoint au sol, alors que vous avez déjà le nez plaqué sur la tôle pour recueillir les derniers volumes d'air encore respirable. Quand vos paupières battent à un rythme inhabituel et que vos yeux larmoyants ne distinguent plus que des ombres floues, quand la toux devenue incontrôlable vous fait respirer encore plus cette saleté de fumée, quand vous perdez de vue qu'il s'agit d'un simple exercice parce que ça dure trop, parce que vous commencez à paniquer. Et puis, quand enfin les portes s'ouvrent, ça gicle en désordre vers l'extérieur dans une bousculade musclée, voire brutale. Sur presque tous les objets flottants, il existe par nature d'autres périls mettant en danger leur existence. Ce sont les voies d'eau. Dans ce domaine aussi, je reçois une formation appropriée, au-delà du simple cours sur le compartimentage et l'utilisation des porte-étanches. Toujours aux 4 pompes, les instructeurs du centre d'entraînement nous énumèrent les divers moyens de colmatage adaptés à la diversité des voies d'eau. Il faut ensuite passer à la pratique, en l'occurrence obturer un trou de 15 cm sous la ligne de flottaison en fond de cale. Étant donné que la Saône a un tirant d'eau de 10 mètres, on nous règle la pression de l'eau à 10 kg par centimètre carré. Nous échangeons nos tenues de marin contre un parka complet, c'est-à-dire veste et pantalon, ne conservant qu'un sous-vêtement. Le théâtre d'exercice est une sorte de piscine aux cloisons métalliques, percées de trous de toute nature, derrière lesquels arrivent des conduites à gros diamètre. Les vannes, une fois ouvertes, l'eau jaillit en bâton sur plusieurs mètres. À tour de rôle et par groupe de 2, l'un tenant une pinoche tronconique, une cheville tronconique, l'autre une masse, il faut boucher l'arrivée d'eau.
Au début, la piscine est vide et je comprends pourquoi on se bouscule pour y passer en premier. Quand mon tour arrive, j'ai de l'eau jusqu'au bas du sternum. Elle est glacée car nous sommes en hiver, mais j'avance parce qu'il le faut. À côté de la voie d'eau, tenant ma pinoche des deux mains, placée latéralement pour ne pas me faire taper sur les doigts, je tente de la présenter devant la puissante fuite qui, instantanément, me l'arrache des mains. J'essaie à nouveau, en pesant de toutes mes forces sur la grande base de la pinoche, ce qui, au contact du jet, provoque un mouvement de glissement, tantôt à gauche, tantôt à droite, ainsi qu'un jaillissement d'eau dans tous les sens. De plus, de cette façon, il n'y a pas de place pour frapper sur la masse, puisque mes mains sont placées à l'endroit prévu à cet effet. Le copain me remplace sans obtenir un meilleur résultat. Pour la forme, nous conjuguons nos efforts sur cette maudite pinoche, mais alors il n'y a plus personne pour utiliser la masse. Devant ce fiasco, l'instructeur réduit la pression et enfin nous parvenons à obturer la voie d'eau. Je sors ruisselant de cette aventure, j'ai froid, je me change en hâte, exception faite du sous-vêtement trempé, que, en la circonstance, je garde à la main. Ma première sortie en mer se fait attendre. La Saône, à cette époque, est un peu la reine des quais, comme on dit. Et puis, tout arrive, nous voilà franchissant le Goulet vers le large, vers le golfe de Gascogne, où l'escadre doit être ravitaillée. La mer est forte, et avant même d'avoir passé la pointe Saint-Mathieu, je suis malade. Malade comme un chien. Quand nous faisons route, et encore plus quand nous naviguons dans le golfe de Gascogne. Même dans ma valette, je ne connais aucun répit, mon estomac fait des nœuds, comme on dit. Il se contracte violemment, c'est douloureux, il n'a plus rien à expulser, car je ne m'alimente plus. J'assure néanmoins mes quarts, et c'est l'objet d'un autre tourment. Pour rejoindre le PC Radio, nous devons emprunter le pont pétrolier jusqu'au château, c'est-à-dire jusqu'au bloc passerelle. Ce pont est situé sous le pont Manœuvre, il est ouvert et proche de la surface, balayé en permanence par des paquets de mer. Pour y échapper, ou en limiter les effets, il faut composer avec les mouvements de tangage du navire, s'élancer au moment où l'étrave est haute, quand l'eau s'évacue, se protéger si possible en hauteur, quand l'étrave plonge. En courant, le parcours s'effectue en 2 fois. Il faut alors lâcher les filières de roulis, ce qui augmente les risques de glissade. L'habileté du coureur se mesure au niveau d'humidité visible sur ses vêtements. Chaussures et bas de pantalon mouillés constituent le top. Chaussures et pantalons mouillés jusqu'à mi-cuisse est symbole d'échec. Complètement trempé signifie qu'il y a eu chute. Plus de 3 jours sont nécessaires pour me sortir de l'état pitoyable dans lequel l'océan m'a plongé. L'extrême épuisement entraîne une décontraction bénéfique pour l'estomac qui, apaisé, commence à réclamer. C'est l'affaire d'un véritable désespoir, alors qu'au plus fort de la crise, je n'imaginais pas d'autre issue que celle qui consisterait à quitter dès que possible la marine. Les jours suivants, grâce aussi à une mer plus clémente, je peux assister aux manœuvres de ravitaillement. Les ponts fourmillent alors de marins affairés aux commandes des treuils à vapeur, qui actionnent les flèches, sorte de bras de grue. D'autres sont occupés au maniement des vannes, innombrables comme le sont les conduites colorées qui encombrent le pont pétrolier. Les ordres fusent nécessairement hurlés pour émerger du bruit occasionné par les matériels en action et aussi du bruit constant de l'eau qui défile en torrent entre les coques du ravitailleur et des ravitaillés. Les manches, ou ceux qui sont des tuyaux souples, passés et arrimés sur le ravitaillé, balancent et s'étirent en ondulation au bout des filins des flèches, compensant les écarts de distance entre les bâtiments. Sur l'avant, un système utilisant un câble support fait transiter une sorte de benne remplie de vivres. Cette même installation peut servir au transport de personnel,
en remplaçant la benne par une chaise munie de sangles. Plus impressionnant est le ravitaillement d'un porte-avions. Notre pétrolier, de taille déjà imposante, est largement dominé par les superstructures du géant. Son activité aviation n'est que réduite, car il parvient à catapulter des avions à hélice des alizés, tout en faisant le plein. Ce premier contact prolongé avec l'océan, s'il a mal commencé, finalement me confirme que ça peut se faire. Je suis capable de tenir le coup et donc de continuer dans la marine. Dans les 3 mois qui suivent, nous faisons de nombreux enlèvements de mazout, terme utilisé pour désigner des voyages de transport de carburant entre les terminaux pétroliers de France et les cuves de stockage des ports militaires de notre pays. C'est ainsi que je connais mes premières escales, souvent très courtes et répétitives. Il y a Donge dans l'estuaire de la Loire, Lorient, Pauillac et Ambèze en remontant la Gironde, Lavera sur l'étang de Berre, Toulon, Cherbourg aussi, où, chaperonné par mon chouf Bouton, je découvre la rue dite rue de la Soif, jalonnée sans discontinuer de bars accueillants. Au cours d'un voyage vers Dunkerque, nous remontons la Manche dans un épais brouillard. La mer est d'huile et le bleu du ciel apparaît à la verticale du château. Le radar de navigation nous renseigne sur la situation en surface, particulièrement dangereuse quand il s'agit de traverser les lignes maritimes entre l'Angleterre et la France. L'officier de quart passe le plus clair de son temps les yeux rivés sur l'écran et je suis aussi réquisitionné près de mon radar. Le commandant occupe en permanence le fauteuil qui lui est réservé en passerelle. Notre sifflet fait résonner à intervalles réguliers le signal destiné à avertir de notre présence. Notre vitesse a été réduite, la veille optique est partout renforcée, on a exceptionnellement placé un veilleur à la proue, il est d'ailleurs à peine visible depuis la passerelle. Je suis cantonné dans un rôle secondaire, alors c'est l'officier de quart qui relève un écho-radar en rapprochement rapide et CPA nul, c'est-à-dire en route de collision. Nous manœuvrons en conséquence, mais par manque de vitesse propre et à cause de l'importante inertie caractérisant notre lourd bâtiment, nous ne sommes toujours pas à l'abri d'un accident. Le Pacha reprend donc le commandement à l'officier de quart et fait battre en arrière. C'est-à-dire il fait mettre les machines en arrière, tout en signalant par sifflet notre situation nouvelle. Moins d'une minute plus tard, nous voyons défiler sur notre avant au-dessus de la brume la cheminée d'un bateau. Le veilleur de proue arrache son téléphone autogénérateur et s'enfuit en courant. Il est le seul à avoir observé dans sa totalité ce bâtiment qu'il identifie comme étant un ferry. Il assure qu'au plus près, ce dernier est passé à moins de 10 mètres de notre étrave. Nous l'avons échappé belle, d'autant que, s'il est vrai que nos cuves de mazout sont vides, la cuve de kérosène située à l'avant est bien pleine, elle. De retour à Brest, notre commandant fait lire une messe. Quand nous sommes dans notre port d'attache, c'est-à-dire souvent, je sors presque tous les jours. Je perçois une solde depuis mon passage au-dessus de la durée légale de 18 mois, et j'ai acquis depuis le 1er février 1965 le grade de quartier-maître de seconde classe, un plus financier incontestable. Quand ma famille quitte Brest, notre pétrolier ravitailleur est en mer. Nous remplissons une mission au profit des escadres atlantiques de France et d'Espagne. Au cours de cette sortie, nous effectuons une première escale en Galice à El Ferrol. C'est un port militaire, un arsenal et un chantier de construction navale. Cette ville de garnison me fait découvrir une vie locale et des mœurs bien différentes de celles que je connaissais auparavant. Une seconde escale nous fait séjourner à Gijón, bien différente, plus conforme à mes standards. Depuis cette ville, je fais une excursion à Saint-Jacques-de-Compostelle. Je trouve là-bas une basilique baroque, belle et majestueuse. Comme tous, je prends ma place dans la file
pour aller voir cette pierre symbolique que les pèlerins embrassent au passage, et j'ai oublié pourquoi. Pour clore cette série d'escales espagnoles, la Saône se présente devant Bilbao. Là, les autorités portuaires nous refusent l'accès à un quai au motif que nous transportons du kérosène. Nous restons donc au mouillage, sur un mouillage peu sûr, ballotté en permanence par la houle. Les navettes vers la terre sont rares, avec des horaires du soir contraignants. Les traversées sont inconfortables car beaucoup trop longues. À mon grand regret, je ne mets pied à terre à Bilbao que quelques heures durant. De plus en plus, la Saône participe à des exercices en Atlantique au-delà de nos côtes françaises. Il s'ensuit des escales à l'étranger, toujours enthousiasmantes pour le jeune navigateur que je suis. C'est ainsi que, dans l'île de Madère, lors d'une escale à Funchal, je découvre une ville coquette aux bâtiments stylés, une terre montagneuse et couverte de végétation très diversifiée. En ville, je croise des personnes en costume local, sans doute un groupe folklorique. Je flâne dans les rues ombragées et le long d'une rivière canalisée, entièrement couverte par un tapis végétal. Je fais quelques achats et pour cela, dans chaque commerce, on m'offre en dégustation un petit verre de ce délicieux vin de Madère. Une autre fois, notre bâtiment relâche aux îles Canaries, lors d'un exercice nommé Lobo, avec la marine espagnole. La plus longue escale a lieu à Santa Cruz, dans l'île de Tenerife. Là, en plus d'une visite de la ville, j'excursionne autour du volcan Teide, dans un paysage surprenant par ses couleurs et sa végétation particulière. Les roches volcaniques habituellement noires prennent parfois des tons bleutés, violets. Les strates dans la montagne et les sols se teintent de brun, d'ocre ou de beige. Des plantes grasses partagent cet espace aride avec d'autres espèces exotiques. Certains sites sont dépaysants et majestueux. C'est très beau à voir. Toujours dans le cadre du même exercice, nous mouillons devant les îles Lanzarote, Fuerteventura et Lobo. La durée de ces escales ne dépasse pas la demi-journée, c'est néanmoins suffisant pour faire le tour d'un village, sinon pour barboter le long des rochers dans une eau claire et à bonne température. Durant l'un de ces mouillages, nous avons un couple, c'est-à-dire amarré à nous, un sous-marin de type narval. Nous assurons sa logistique, faute de structure d'accueil à terre. L'équipage prend donc ses repas dans notre cafétéria, il dispose de nos douches sans restriction, et pour la nuit, chacun se voit attribuer une bannette. Des semaines plus tard, je retourne dans 2 de ces îles au cours d'un autre exercice interallié mettant en œuvre des bâtiments américains et espagnols. J'aime ma nouvelle vie, active, trépidante, pleine de surprises et de situations tellement différentes. Cependant, elle n'est pas toujours facile, en particulier sur le plan relationnel, quand il faut cohabiter avec des personnes au caractère bien différent. Certains supportent beaucoup, d'autres s'expriment parfois de manière extrême. Par exemple, dans notre poste de couchage, nous avons un jeune matelot sans spécialité. C'est un Corse qui ignore délibérément les rudiments de la bienséance. Il gêne tout le monde et en plus, on le soupçonne de voler des vêtements. Dans ma travée de bannette, il y a un vieux chouf, canonnier, petit, trapu, taciturne et effacé. Il ne se plaint jamais, tout semble lui passer dessus. Une nuit d'escale, le Corse rentre de terre et nous fait un branle-bas général. Il allume les lumières, il vocifère dans la pièce, s'en prend à tout le monde sans que personne n'ose le maîtriser et que pourtant nous sommes nombreux à en avoir envie. C'est alors que, calmement, notre vieux chouf se lève, il vient se placer devant le Corse, il lui décoche un crochet du droit, au menton, il l'envoie ainsi au sol, totalement inconscient. Ensuite, le chouf éteint les lumières et part se coucher. Tout cela dans un silence totalement rétabli.
Au bout d'un long moment, le Corse, abandonné sur place, se relève péniblement pour rejoindre lui aussi sa bannette. À Brest, ce même individu, qui est aussi soupçonné de vol, d'argent, fait l'objet d'une enquête de la gendarmerie maritime. Tous les membres du poste avant sont entendus dans le cadre de cette affaire par les flics maritimes. Dans la chambre de veille de la passerelle, transformée pour la circonstance en poste de police. Quand vient mon tour, bien que je n'ai rien à me reprocher, je suis décontenancé par l'attitude des deux gendarmes. Ils sont verbalement agressifs et menaçants, posant des questions qui me semblent hors de propos. Ils remarquent aussi mes coups d'œil répétés vers une cravate posée sur un meuble de la pièce. En effet, une partie du matricule imprimé est visible et correspond au mien. Après vérification, je confirme aux gendarmes qu'il s'agit bien de la mienne, et ils m'apprennent alors qu'elle était portée par le Corse lors de son interrogatoire et de sa fouille. Toujours au poste avant, nous sommes confrontés toute une nuit à un véritable drame. La Saône est alors à quai, en petit carénage. Après minuit, des gémissements continus nous tirent du sommeil, et malgré la proximité des plaintes, il nous est impossible de trouver rapidement d'où elles émanent. Et pour cause. Elles sont vaguement diffusées au travers de la cloison du puits aux chênes, un endroit en principe totalement inaccessible. Pourtant, alors que les chênes ont été retirés pour entretien, un jeune appelé alsacien, de retour de bordée, seul, ivre, s'est introduit dans l'orifice de passage et a terminé son exploration nocturne par une chute de plusieurs mètres. Au bout d'un long moment, il est extrait de sa prison par un passage découpé au chalumeau dans la cloison métallique du puits. Plus tard, nous apprenons qu'il a survécu à de multiples fractures, mais qu'il restera lourdement handicapé. La vie à bord n'est pas qu'une suite de mauvaises choses, bien au contraire, notre petite équipe est soudée et nous nous amusons bien tout en travaillant, même si parfois c'est dur, comme par exemple quand il faut laver à la brosse le pont en bois. Pour cela, nous utilisons un détergent, le Tipol, volontairement en grande quantité, pour qu'après le rinçage, notre bâtiment se retrouve cerné par une épaisse couche de mousse sur des dizaines de mètres parfois. Quant à nous, nous n'avons plus un poil de sec alors, conséquence de bataille à coups de lance à incendie. À Brest, j'aime arpenter les rues de la ville, partiellement neuves, reconstruites après les bombardements de la guerre. De recouvrance au haut de l'avenue Jean Jaurès, comme dans les rues transversales, je connais tous les établissements pour les avoir fréquentés un jour ou l'autre. C'est précisément dans l'un d'entre eux qu'un soir je retrouve Le Gall, mon binôme du CPER. Devant un verre, au cours d'une amicale conversation, il me pose des questions sur mon parcours depuis Hourtin. Il m'en pose plus encore sur mon unité, friand des moindres détails, même sur des événements qui me semblent futiles. Conscient de mon étonnement, il finit par me fournir quelques détails sur son propre chemin, des détails qui expliquent ce comportement que je ne lui connaissais pas. Le Gall n'est pas devenu électricien comme initialement prévu, il fait maintenant partie de la sécurité militaire. Affecté en Normandie, il est actuellement en permission. Et du coup, je fais preuve de plus de réserve, mais à quoi bon? Il sait déjà tout. Nous finissons la soirée ensemble et il propose de me conduire à bord avec son Anglia. Au passage de la porte Caffarelli, en présentant sa carte, il a droit à un salut au garde à vous de la part du gendarme en poste. Quant à moi, c'est bien la première fois que je franchis une porte de l'Arsenal sans sortir mes papiers. Je garderai, je crois, bien des souvenirs de mon affectation sur la Saône, comme par exemple celui de la visite du général de Gaulle à l'Arsenal. Ce jour-là, de même que sur toutes les unités à quai, l'équipage de la Saône est au poste de bande, c'est-à-dire aligné le long des garde-corps, aligné et en tenue de sortie. Il semble acquis que, à bord d'une vedette, le président doive passer en revue tous les bâtiments.
Quand il sera devant nous, nous avons pour consigne de crier par 3 fois « Vive de Gaulle !» Pour une raison inconnue, la vedette ignore notre fier vaisseau. Sur ce bâtiment, où on me prédisait des moments difficiles, tout continue à bien se passer pour moi. Nous sommes désormais affectés en Méditerranée, c'est une excellente nouvelle, je me réjouis déjà à l'idée de retrouver à Toulon une partie de ma famille et les amis rencontrés à Brest. Le transit entre les 2 grands ports militaires me permet de contempler pour la première fois et par beau temps le rocher de Gibraltar, les côtes africaines et celles des îles Baléares. À Toulon, je m'approprie un nouvel environnement, les places de la République, de la Liberté, Mayol, le quai Stalingrad et son Cuverville, une statue nommée ainsi parce qu'elle tourne dos à la ville, sans oublier Chicago, le quartier malfamé. La vie est belle au sud, j'en oublierais presque mon métier de marin, d'autant plus que, en dehors des enlèvements de mazout, nous naviguons peu. C'est dans cette période paisible que, à bord, j'apprends mon affectation sur l'aviso-escorteur d'Oudard de Lagrée. Je ressens à cette annonce une grande émotion. Enfin la voilà, ma première campagne. Comme pour terminer en beauté mon séjour sur la Saône, nous appareillons avec l'escadre de Méditerranée le temps d'un exercice Etna qui prévoit entre autres 2 relâches en Italie, à Naples et à Messine. En mer Tyrrhénienne, nous bénéficions d'une météo idéale, soleil éclatant, ciel totalement bleu, vent nul, surface lisse comme celle d'un miroir. Sur l'écran radar, nous avons des échos sur l'île Stromboli au-delà de la portée théorique de 30 nautiques. Échos dits au 2e balayage ou encore au retour de balayage. Ils apparaissent à 10 nautiques alors que le volcan est distant de 40. Ce phénomène s'explique par des conditions de propagation exceptionnelles dues à une météorologie tout autant exceptionnelle. À Naples, le Vésuve sert bien souvent de toile de fond à cette grande ville, sauf quand on circule dans les vieux quartiers aux rues étroites et pittoresques. Ici, entre les immeubles parfois vétustes, circule une foule nonchalante, des autos se frayant péniblement un chemin à coups d'avertisseur, ainsi que des 2 roues pétaradant et puant. Des étals de toutes sortes occupent une partie des trottoirs, des camelots ambulants proposent des cigarettes, de l'alcool et d'autres produits pas forcément autorisés. Aux fenêtres, on sèche le linge de la dernière lessive, des ménagères négocient à grands cris l'achat de produits souvent alimentaires avec les commerçants d'en bas. Ces emplettes sont ensuite hissées jusqu'aux fenêtres à l'aide de paniers suspendus au bout de longues ficelles. La nuit réduit à peine l'activité des lieux, car il s'y ajoute un autre type de commerce vieux comme le monde. Évidemment, Naples a aussi des quartiers plus calmes, plus intéressants, où il fait bon se promener, comme par exemple en bord de mer. Tout cela se mérite, il faut beaucoup marcher. De nouveau en mer, en faisant route vers la Sicile, nous croisons de curieux bateaux équipés d'un mât démesurément haut et d'un beaupré qui est presque autant. Ce sont des armements locaux qui chassent le poisson plus qu'ils ne le pêchent. En effet, au sommet du mât central, un guetteur cherche le gros poisson, et une fois rejoint, le gibier est harponné par un marin installé au-delà de l'étrave au bout du mât de beaupré. En approchant du détroit de Messine, une autre curiosité s'offre à nous. L'île est reliée au continent par un câble électrique aérien de grande portée, ce qui lui confère une courbure importante. Il semble ainsi plonger dans l'eau en son milieu, et au fur et à mesure que l'on s'en approche, il émerge visuellement au-dessus de la surface. Avant de rejoindre Messine, nous passons sous ce câble, juste pour faire des photos. Bien que moins attractive que Naples, Messine est une bonne escale. Je profite là d'une excursion organisée pour visiter Taormina
et aussi pour approcher l'Etna. La route que nous empruntons en y allant s'ouvre sur une succession de très beaux paysages méditerranéens. Les cyprès, les pins, les plantes grasses, parfois en fleurs, peuplent une côte déchiquetée, plongeant dans une mer calme et bien bleue. La petite cité de Taormina, blanche, sous ses toits presque rouges, domine en corniche l'un de ces magnifiques sites. C'est pour moi justement l'un des plus beaux. L'Etna fumant, à peine, constitue l'arrière-plan de ces décors majestueux. On nous laisse pour un long moment de découverte et de détente dans la ville. J'y trouve là quelques objets, quelques souvenirs à offrir, des petites poteries décorées et des cartes postales à envoyer. De retour à Toulon, mon changement d'affectation s'organise. Un beau matin, je fais mon sac, mes adieux, et le soir venu, je prends train pour Fontaine-Négré où je passe quelques jours de permission.